J'aime radio, j'aime quand c'est cool, j'aime radio, j'aime quand la musique roule, j'aime. On se retrouve aujourd'hui pour la visite du musée sous-marin. Je suis en compagnie de Christophe Serino et qui en quelques mots va se présenter. Bonjour, je suis le président du musée sous-marin du Pays de l'Orient. C'est un projet, le musée sous-marin, qui a été lancé il y a maintenant 20 ans, qui consistait et qui consiste toujours à faire connaître le patrimoine sous-marin du Pays de l'Orient, celui qui est plutôt lié aux deux grands conflits mondiaux. En route pour la visite. Le musée sous-marin, qu'est-ce que c'est ? Alors, le musée sous-marin, c'est un concept que nous avons inventé de façon pionnière au Pays de l'Orient en 1998. L'idée a été d'imaginer, au fond, que les traces sous-marines de la Deuxième Guerre mondiale, les épaves concrètement, et il y en a un peu plus d'une soixantaine liées à la Deuxième Guerre mondiale autour de l'île de Groix, dans les Kourou, Groisillon, et évidemment dans la rade de l'Orient. L'idée a été de considérer que ces épaves étaient des salles d'un musée englouti, d'un musée sous la mer, d'un musée sous-marin. C'est un concept pionnier qui a été rejoint à l'international en 2006 via des immersions d'œuvres d'art sous-marines par un artiste anglais à Cancun, et puis plus récemment, 2016, le même artiste qui a récidivé du côté de Lanzarote. Alors notre musée sous-marin à nous, qui est sur le continent européen aujourd'hui unique, eh bien ce musée sous-marin, il est là pour raconter les événements de mer qui se sont produits à partir de 1940 dans la rade de l'Orient, avec un volet plus spécifique à l'Orient, c'est celui de la bataille de l'Atlantique. Nous sommes ici dans un bunker, même si cette salle elle est plutôt cossue, et je me plais à dire en tant que président du musée que tout ce que vous pourrez découvrir dans cette visite, c'est le fruit de 20 000 heures de travaux bénévoles faits par une association, le musée sous-marin du Pays de l'Orient, depuis 20 ans. Et donc cette salle-là, eh bien, elle participe d'un ensemble plus global, un blocos, qui est tout à fait particulier. Il fait 15 mètres de haut sur 15 mètres de côté, et il a été construit en 1942 pour protéger un centre de sauvetage pour sous-mariniers, pour protéger un simulateur d'entraînement pour des personnels de sous-marins. Et nos visiteurs vont pouvoir découvrir une histoire qui s'est déroulée en octobre 1942 au large de l'île de Groix. Le sous-marin allemand U-171, dont vous découvrez ici des images sous-marines qui ont été tournées par 40 mètres de profondeur par nos équipes d'intervention sous-marine. Eh bien, ce sous-marin revient de mission opérationnelle et il va toucher sur une mine au large de l'île de Groix. Et puis, une histoire tout à fait particulière, tout à fait étonnante, qui est celle du sauvetage réussi d'une partie de l'équipage de ce sous-marin qui avait été emmené par 40 mètres de profondeur et dont 15 marins ont réussi, en utilisant des scaphandres particuliers, après le naufrage de l'épave, à regagner la surface avec ces scaphandres et à avoir la vie sauve. Et cette histoire, elle est assez exceptionnelle dans l'histoire des forces sous-marines. Et toute la méthode du musée sous-marin est bien celle-là, c'est-à-dire de repérer parmi les quelques 350 épaves en métal qui ont naufragé depuis le 19e siècle au Pays de l'Orient, de repérer celles qui ont des histoires significatives, particulières, et de pouvoir ici, à terre, dans ce beau véhicule sous-marin qui est le centre de sauvetage des sous-mariniers, eh bien, amener nos visiteurs à plonger en images et surtout à plonger dans la mémoire des hommes, dans la mémoire des marins, parce que c'est ça le plus important. Un diaporama qui a été réalisé, et ici par un de nos membres, Patrick Bernard, qui est un maquettiste de très haut vol, d'un U-boat de type 7. C'est un des U-boats les plus utilisés pendant la bataille de l'Atlantique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on a tout l'avitaillement du sous-marin à quai avant de partir en mission. Ici, elle nous permet de contextualiser la vie à bord des sous-marins. Il va de soi que dans cet affrontement naval, il y a d'abord des histoires de marins, et l'idée c'est bien de revenir sur les conditions de vie de ces hommes. N'oubliez jamais que 2850 navires alliés ont été envoyés par le front. C'est la plus grande hécatombe navale de tous les temps, la bataille de l'Atlantique. Ça représente entre 40 à 50, 60 000 marins alliés qui ont été victimes des torpillages des U-boats de l'amiral Dönitz. Et puis, bien évidemment, il y a les victimes allemandes de ce conflit. Sur les quelques 32 000 sous-mariniers que Dönitz avait embauchés dans cette folie, 29 000 sont morts.
c'est une hécatombe, c'est plus de 80% des équipages qui ne sont jamais revenus. Mais nous avions là l'Allemagne nazie, un système totalitaire, et qui dans toutes les formes d'expression politique, militaire du régime ont amené aux tragédies que nous connaissons, et à commencer par celle du peuple allemand, qui en est peut-être probablement d'ailleurs la première victime. Il y a ici une salle qui est consacrée à la bataille de l'Atlantique. Alors nous sommes dans un endroit particulier assez extraordinaire. Nous sommes sous le contrefort du toit de Kiroman 1, dans un espace entre le Tortopf, la tour de plongée, le blocos d'origine, et puis Kiroman 1, le premier bunker construit par les marins allemands. Liées au scaphandre, parce que pour pouvoir sortir d'un sous-marin, lorsque l'on est prisonnier au fond de la mer, eh bien, par définition, il faut pouvoir évoluer librement dans le milieu naturel, dans l'eau, depuis le sous-marin vers la surface, et il va falloir de fait disposer d'un scaphandre, d'un appareillage respiratoire, et il va falloir attendre concrètement le début du XXe siècle, 1911 précisément, pour que l'ingénieur anglais Henry Davis mettre en œuvre le premier appareillage respiratoire pour sous-mariniers. Et à partir des années 1920, on va commencer à développer des simulateurs de sauvetage pour sous-marins. Les œuvres que vous voyez là sont des dessins d'Henri Jacquin, qui nous a fait l'amitié et le soutien dès la fondation du musée de pouvoir nous faire profiter de son talent. La tour, en fait, elle est remplie d'eau. Et à l'intérieur, donc, on plonge en quelque sorte les sous-mariniers comme s'ils étaient coincés dans un sous-marin au fond de l'eau pour qu'ils puissent essayer d'apprendre à comment s'extraire. Tout à fait. C'est tout à fait ça, un projet au départ qui a été porté par l'association et avec le soutien de la Marine nationale qui était au départ propriétaire des lieux, et aujourd'hui le soutien de l'agglomération de Lorient qui est devenue propriétaire à partir des années 2000-2001, et puis évidemment le soutien du département du Morbihan, de la région Bretagne, et le mécénat du Crédit Mutuel de Bretagne qui depuis 20 ans soutient tout ce qui est fait là. Nous avons ici un parcours enfant qui permettent au plus jeune public de s'approprier aussi le musée enfant. Alors c'est le parcours des Blaisingmoor, des petits loups de mer, et donc il y a une bande Blaisingmoor dans chacune des salles. Nous sommes dans un blocos. Et l'idée de pouvoir avoir des réseaux de diffusion audiovisuelle s'est imposée à nous. Parce que je ne peux pas pousser les murs ici, moi. J'ai un linéaire de murs dans un bunker avec une contrainte physique lourde, c'est du béton derrière, qui faisait qu'au fond, la diffusion d'images audiovisuelles, elle s'est imposée très naturellement, en complémentarité avec la photographie et avec les témoignages de marins. On va le voir dans la salle en dessous, où là, on donne la parole des personnes qui ont été à bord des bateaux, qui ont vécu des drames. Les naufrages, c'est toujours un moment de drame, même lorsqu'il n'y a pas de victime. Souvent il y en a, mais des fois il n'y a pas de victime, heureusement, mais c'est toujours un drame, c'est toujours la séparation avec son bateau. Il y a une vraie violence dans un naufrage pour un marin, et donc tout ça, ce musée est là aussi pour le rappeler et le raconter. Et je le redis, la dimension humaine, elle est essentielle. Voilà, c'est un espace que nous avons créé en hommage à la mémoire des gens de mer et des marins. On arrive à la fin de cette visite, et lorsqu'on pénètre dans ce musée, on s'aperçoit qu'en fait c'est une histoire d'homme, du début jusqu'à la fin, dans sa conception, dans sa réalisation. Alors, je dirais que c'est le propre de beaucoup de métiers, et en tout cas c'est l'essence des métiers maritimes. Les marins sont des experts, quel que soit les types de navigation, et cette notion de la transmission, du savoir-faire, elle est au cœur des métiers maritimes. Et ici, dans ce bâtiment qui a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on a dédié, nous, à des histoires de marins, à des histoires d'hommes, des histoires de naufrages, cette notion, en effet, de la transmission de ce qui a pu être l'activité maritime du pays de Lorient et de la Rade, elle est centrale. Et c'est vrai que c'est une belle image, au fond. Bon, moi, j'ai le plaisir et la chance et le bonheur d'enseigner à l'Université de Bretagne Sud depuis sa fondation, d'y être historien du maritime, et de pouvoir, en effet, en saison estivale, pouvoir donner à des jeunes historiens, dans le cadre d'emplois saisonniers qui existent ici, des possibilités de s'associer à cette chaîne de la transmission des connaissances. C'est une grande satisfaction. Voilà, ce musée qui va fêter ses 20 ans cette année, dans un site qui a été remarquablement reconverti, où il y a de nouveaux usages maritimes aujourd'hui.
et aussi la notion de transmission des savoirs maritimes est essentielle et sera essentielle. Et le vœu important pour l'historien que je suis du maritime, c'est que tous ces sportifs de haut niveau qui nous entourent ici, qui portent aujourd'hui haut et fort les couleurs de Kéroman et du pays de l'Orient, puissent aussi s'approprier cette histoire plus tragique, cette histoire de la guerre, puissent prendre la mesure qu'ils ont la chance eux aussi de travailler dans un site qui est empreint d'une forte dimension patrimoniale. Monsieur Serino, merci beaucoup.